Dernière partie de l'Africa Newsroom, Oumar Diop, consultant finance, et Jean-Marie Bitobo nous accompagnent depuis le début de cette émission. Depuis 1987, la Banque africaine de développement a investi près de 2 milliards de dollars pour le développement du transport marocain, qu'il soit ferroviaire ou maritime ou encore aérien. Quelle réalisation, quel bilan de ces 30 années d'investissement? Élément de réponse avec Idlet Mirabel-Bissou. Au Maroc, la Banque africaine de développement BAD a financé l'agrandissement de l'aéroport de Marrakech en injectant 240 millions d'euros. La contribution de la BAD au renforcement des transports à Marrakech touche notamment le ferroviaire et l'aérien. L'institution bancaire panafricaine, qui a injecté 112 millions de dollars pour le transport ferroviaire, accompagne le Maroc dans ses chantiers infrastructurels pour atteindre une hausse du trafic. L'apport de la BAD nous a permis d'accroître notre capacité d'accueil de 6 millions de passagers pour atteindre 9 millions de passagers par an. Le Royaume ambitionne de renforcer la capacité et la sécurisation des infrastructures de transport en milieu rural, portant sur la réalisation de 15 560 km de routes. Pour ce qui est du renforcement des capacités ferroviaires sur l'axe Casablanca-Marrakech, plus de 10 000 mètres carrés de gares ont été construites, 141 km de voies ferrées équipées et 5 000 mètres carrés d'ateliers de préparation du matériel roulant construits. La mise à niveau des équipements de sécurité au sol a par ailleurs permis de réduire le temps d'embarquement des passagers entre 10 et 30 minutes, avec pour objectif de le maintenir à 20 minutes. La Banque africaine de développement a mobilisé plus de 1,7 milliard d'euros depuis 1987 pour le financement de 15 opérations d'infrastructures de transport au Maroc à travers le programme de réforme institutionnelle, d'amélioration des services et de modernisation des infrastructures de transport. L'objectif étant de promouvoir la compétitivité logistique du Royaume pour en faire un hub régional en matière de transport. Alors, la BAD soutient activement tous les pays du continent. Comment expliquer que le transport marocain soit l'un, ou en tout cas peut-être le plus dynamique du continent? Ça veut dire tout simplement dire que le Maroc, c'est un bon élève. Donc, si depuis 30 ans que la BAD continue à financer ces projets ferroviaires, ça veut dire que c'est un bon élève. Donc, au niveau des financements, il y a la façon de la gestion des financements aussi. Ils ont compris effectivement qu'il faut développer les infrastructures, parce que sans développement des infrastructures, c'était compliqué d'arriver à des niveaux de développement qui sont satisfaisants. Donc, le secteur du tourisme aujourd'hui dans le Maghreb atteint un niveau qui contribue largement au PIB, et maintenant qui est un petit peu perturbé par les phénomènes actuels comme du terrorisme, etc., qui font en tout cas baisser les rythmes. Mais le Maroc, effectivement, comme je l'ai dit, c'est un très bon élève par rapport à ses voisins africains. Jean-Marie, quel est aujourd'hui le poids de ce partenariat entre la Banque africaine de développement et le Maroc? Le poids, il est visible. Il est visible sur le continent, sur notre continent. Vous avez qu'à regarder le Maroc, Zara. Vous voyez, le Maroc a une des compagnies aériennes aujourd'hui qui fait pratiquement les escales dans toute l'Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce que notre invité a parlé d'une problématique importante là, tout à l'heure. C'est-à-dire chez nous en Afrique, nous avons l'impression qu'on nous donne les fonds, on ne regarde pas comment ces fonds-là sont gérés. Mais si la BAD continue à financer les projets infrastructurels au Maroc, c'est tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un constat après. Je parle toujours sur ce plateau de ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques. Il y a cette évaluation des politiques publiques-là, et il y a aussi une évaluation de la politique des investissements des États en fonction de ce que vous recevez de l'extérieur. Donc à partir de là, il nous a dit que le Maroc, c'est le bon élève. Le Maroc aujourd'hui est un des rares pays en Afrique qui peut se targuer que je suis en train de desservir 3, 4, 5 États africains. Je ne sais pas, vous avez le Maroc, vous avez l'Éthiopie, vous avez Kenyans Airways dont on a parlé là, qui a un peu baissé si vous voulez, tout simplement. Pourquoi? Parce que la compagnie a été très mal gérée et elle n'a pas été très bien restructurée. Moi, l'histoire, comment dirais-je, de Royal Air Maroc, parce que nous sommes en train de parler du transport là, c'est une histoire que j'ai suivie il y a pratiquement 10 ans. Qu'a fait Royal Air Maroc? C'est ce que le Kenya n'a pas su faire. Royal Air Maroc, si vous voulez, la société fonctionnait comme une espèce de holding. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a
On a fait un audit et de cet audit, il est sorti qu'il fallait, comment dirais-je, faire à peu près ce que la SNCF a fait ici là en France avec RFF et la SNCF qui gère, si vous voulez, d'un côté vous avez un gestionnaire des lignes et de l'autre vous avez un gestionnaire des wagons en tant que tel. Et c'est ce que Royal Air Maroc a très très bien réussi, ce qui fait aujourd'hui que les deux sociétés sont performantes en tant que telles. Et c'est la même chose qui a plombé, si vous voulez, Kenyan Airways. Cette restructuration qui avait été réussie au Maroc là. Donc à partir de là, la BAD ne peut que financer les projets, tout simplement. Pourquoi? Parce que pour ne serait-ce même que développer les échanges. Chez nous en Afrique, je parlais du NEPAD là tout à l'heure, lors de notre premier sujet, Zara. Tout à fait. Le président Ouad avait pensé à quoi? Le NEPAD, c'est-à-dire c'était la route qui partait, si vous voulez, d'Alger jusqu'au Cap en tant que tel. Ça permet à l'Afrique de faire quoi? Ça permet à l'Afrique d'intensifier les échanges internes. En intensifiant les échanges internes, l'Afrique devient moins dépendante de l'extérieur, que ce soit ne serait-ce qu'au niveau agricole, comme je l'ai dit souvent sur ce plateau. Donc en construisant des infrastructures de transport, ça permet de fluidifier dans chaque coin du pays, de vous accélérer en même temps l'activité économique en tant que telle, tout simplement parce que vous donnez aux acteurs économiques la possibilité de se déplacer facilement d'un point à un autre. Et ça contribue à venir booster les échanges économiques, même que ce soit dans une petite région tout simplement. Mais maintenant, imaginons que le NEPAD ait eu lieu. C'est un plan dont je dis toujours ici là que c'est une des choses dont la BAD doit se saisir. Il y a l'énergie en Afrique dont j'ai parlé, je pense que c'est avec vous, Zara, en disant, vous m'avez posé la question à la fin, quelle est la solution concernant l'énergie? J'ai dit qu'on a construit le barrage d'Inga, on construit celui de l'Éthiopie, et l'Afrique, toute l'Afrique a l'énergie et capable de la réexporter même à l'extérieur. Oumar Diop, avec la construction du nouveau terminal de l'aéroport de Marrakech, mais aussi le dédoublement de la voie ferrée entre Casablanca et cette ville de Marrakech, le Royaume est-il en bonne passe d'atteindre son objectif de devenir un hub régional en matière de transport? En très bonne passe, Jean-Marie l'a rappelé tout à l'heure. Donc c'est une très bonne passe. Ils sont compris en tout cas qu'ils peuvent en tout cas se développer localement et desservir les sous-régions. Donc pour faire une articulation sur le dossier du jour tout à l'heure, donc des pays comme le Sénégal, par exemple, si on n'est pas capable de gérer et de façon visible, en tout cas, ses propres fonds au niveau international, on ne recevra aucun financement. Donc, tous les problèmes qu'on entend, par exemple, dans l'Afrique subsaharienne, on n'entend pas ça, par exemple, au Maroc. Tous ces biens mal acquis, etc. On entend moins. Donc, je pense qu'au niveau, si on n'arrive pas à gérer ça localement, à montrer au monde entier que nous, on est capable de gérer des fonds, on est capable d'apporter de la transparence, on est capable, en tout cas, de bien gérer les deniers publics, de bien manager les politiques publiques, on ne recevra aucun financement. Parce que ceux qui financent, ils ne vont pas jeter leur argent comme ça. Donc ils financent pour que derrière, il y ait de la productivité. Donc le Maroc, sur ce cas-là, c'est un exemple en tout cas au niveau du Maghreb. C'est un exemple. Le Maroc l'a très très bien prouvé d'ailleurs, Zara, parce que vous avez aujourd'hui, les pays occidentaux l'ont compris. Ils se servent du Maroc, comment dirais-je, comme une espèce de hub. Et ils vont tout faire pour favoriser le Maroc parce que vous avez la stabilité politique et vous avez surtout, comment dirais-je, les performances économiques et les performances de la gouvernance économique et de la gouvernance déjà en place. Plus de 65 millions de touristes en Afrique. Grâce à son dynamisme, le continent a en effet connu une hausse de 6% de sa fréquentation touristique ces dernières années. Une performance qui classe le continent juste derrière la première destination touristique mondiale qui est l'Asie du Sud-Est. Dans ces circonstances, l'ambition africaine pour les années à venir est sans équivoque. Il s'agit de libérer le potentiel touristique du continent. Birama Saunera. En Afrique, le tourisme est un secteur dynamique qui dispose d'un extraordinaire potentiel. Il représente un emploi sur 14, soit une force de travail de 21 millions de personnes. C'est ce que révèle l'édition 2017 du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Selon ces documents qui s'est intéressé au développement en Afrique, de 1995 à 2014, les arrivées de touristes internationaux sur le continent ont connu une progression annuelle de 6%. Les dernières années, on s'est rendu compte de l'impact du tourisme dans certaines régions, notamment en Afrique australe, où effectivement l'impact est de plus en plus important. Et aussi les grands groupes qui se sont créés pour justement répondre à un besoin qui se faisait de plus en plus grandissant. Le premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine entend doubler la contribution du tourisme au produit intérieur brut du continent.
Pour ce faire, le secteur touristique africain doit surmonter encore un certain nombre de défis liés notamment à la sécurité et à la paix. Au-delà de l'aspect sécuritaire, je pense que les défis qui subsistent encore, ce sont vraiment les défis liés à la formation, liés au savoir-faire. Parce que vous savez, c'est des secteurs qui sont très liés à la capacité justement à former et à développer des savoir-faire locaux extrêmement pointus, extrêmement précis. Vous savez, les touristes sont exigeants la plupart du temps. Avec une contribution de 8,5% au produit intérieur brut du continent, le tourisme peut contribuer à la diversification et faciliter l'inclusion des communautés vulnérables, selon des observateurs. Le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement estime que le secteur pourrait créer 11,7 millions d'emplois à l'horizon 2020. Omar Diop, avec en moyenne 56 millions de touristes par an, donc une très bonne nouvelle donc pour le continent. Comment expliquer cette dynamique ? Parce que tout simplement, l'Afrique, c'est la nouvelle destination, c'est une zone d'attractivité. Maintenant, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans le Maghreb, etc., il y a énormément de potentiel économique qui en tout cas suscite ce dynamisme au niveau africain. Maintenant, il faut souligner tout à l'heure ce qui a été dit dans le reportage, c'est le phénomène de la sécurité. Parce que les récentes études ont montré qu'en Tunisie, au Maroc, etc., donc le tourisme a baissé parce que tout simplement, les gens ils commencent à avoir un petit peu peur par rapport à cela. L'aspect sécuritaire. Effectivement, donc il faut qu'on développe plus l'aspect sécuritaire et c'est bien que la CEDEAO ait lancé les nouvelles cartes biométriques qui permettent effectivement une nouvelle coordination au niveau régional, même si à titre personnel, j'aurais souhaité que chacun le fasse au niveau local parce qu'au Sénégal, on a énormément de problèmes sur l'état civil. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je pense que ce serait plus bénéfique par rapport à d'autres pays. Jean-Marie ? Le tourisme, je l'ai dit toujours, c'est-à-dire c'est un gisement d'emplois énorme en Afrique. Vous venez de nous donner le chiffre de 56 millions. Quand tout le continent africain accueille, alors qu'on a tout ce qu'il nous faut, vous avez la faune, la flore, la nature, c'est-à-dire qui sont là pour créer des emplois pour les jeunes Africains. Et c'est un secteur qui est tout le temps négligé. Tous les États africains se tournent vers quoi? Vers les cultures d'exportation, vers nos matières premières. En oubliant, comme je le répète toujours sur ce plateau, c'est que quand vous regardez le PIB français, est-ce que le poste contributif au PIB français, le plus, c'est le tourisme. Ce n'est même pas, c'est-à-dire ce ne sont pas les TGV dont on parle aux gens, ce ne sont pas des Airbus, ce ne sont pas les Areva dont on parlait tout à l'heure. Le champion en France, si vous voulez, tous les ans, le tourisme rapporte à la France entre 100 et 120 milliards d'euros en tant que tel. Essayons de faire une comparaison sur un continent. Nous, on se gargarise. Nous recevons combien? 56 millions. C'est un tiers de moins quand même. Hein, alors que la France en reçoit, rien que la France, 89 millions sont attendus cet été. Nous sommes en plein été là. Alors que nos dirigeants en Afrique doivent se rendre compte, j'ai dit toujours une chose sur ce plateau, c'est que prenons nos avantages naturels de tous les États africains, chacun à son niveau, et les transformer en avantages compétitifs. L'Afrique est capable de mettre un business model africain touristique, si vous voulez, par rapport à l'Afrique, au lieu de copier des trucs où on va nous construire des hôtels. Comment doper ce tourisme, Jean-Marie? Comment doper ce tourisme? C'est une volonté politique, comme tout ce qui se passe chez nous, c'est une question de volonté politique. C'est le développement des infrastructures. Exactement, c'est-à-dire qu'on développe les infrastructures, si vous voulez, au niveau local. Et on oublie une chose, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé du tourisme. Quand on parle du tourisme, déjà, on voit uniquement les infrastructures, les hôtels et tout ce qui s'ensuit. Non, on oublie les emplois indirects, les emplois induits et tout ce que le tourisme peut apporter en tant que tel. Donc, c'est une source, si vous voulez, d'emploi pour nos économies africaines dans lesquelles le chômage est devenu un mal endémique pour les jeunes, que les États, nos États se disent que les États qui ont le patrimoine naturel favorable par rapport à ça, que ces États-là se lancent dans le tourisme. Je le répète ici, tout le temps, c'est un manque à gagner énorme pour l'Afrique. Au lieu de se reposer, comme je disais tout à l'heure, sur des recettes qui sont des recettes qui fluctuent en fonction, si vous voulez, des désirata des gens à l'extérieur, à savoir nos matières premières. Alors que là, le tourisme, si vous voulez, ce tourisme-là est géré au niveau interne en tant que tel. À part, si vous voulez, le transport international. Donc, justement, parlant des recettes, moi, je rebondis un peu sur un projet qui avait été lancé par Abdoulaye Wade, donc sur les 70 ou 90 milliards qu'il a mis sur le... sur le plan du Népal? Non, sur le monument, de la Renaissance. Donc c'est des choses comme ça, en fait, que moi, je ne comprends pas quand ils sont au pouvoir, ce qu'ils disent quand ils sont dans l'opposition et ce qu'ils font au pouvoir. On ne comprend pas, par exemple, que l'Afrique, il y a toutes ces potentialités. Quand il arrive au pouvoir, les priorités, ils changent. 70 milliards dans le FESMAN.
festival des arts nègres dans un pays où les gens ne mangent pas. On aurait pu le mettre dans l'agriculture. 90 milliards pour le monument de la Renaissance. Au Sénégal, il y a des gamins qui n'ont même pas d'acte de naissance. On aurait pu mettre l'argent là-bas. Le peu qu'on a, on l'utilise mal. On l'utilise très mal. Et comment voulez-vous qu'on avance dans ces choses-là? Et ceux qui sont au pouvoir, ils prennent l'argent pour revenir au décès du jour. Quand ils prennent l'argent, il y a tout le monde qui les défend comme s'ils n'ont rien fait. Ceux qui ont été établis sur cette liste, et pour revenir là-dessus, personne n'a dit que j'ai rien volé. Tout le monde a dit qu'on n'a rien trouvé. Aidez-nous à trouver. Non, si c'est pour finir, le tourisme, c'est un gisement d'emplois que l'Afrique doit exploiter, si vous voulez, de manière optimale. Vous avez des pays, regardez un petit pays comme le Rwanda. Le Rwanda est parti, si vous voulez, sur la dimension touristique et le tourisme apporte maintenant au Rwanda aujourd'hui, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez l'organisation qui a été pensée en amont et cette organisation-là est mise sur place alors que le Rwanda sort de très très loin. Le Sénégal, qui était bien en avance là-dessus, a reculé. Et ce sont des choses... Le Sénégal ne souffre pas, comment dirais-je, si je prends l'exemple de la Tunisie, on a parlé de la Tunisie là, tout à l'heure par rapport au tourisme, et ce ne sont pas exactement les mêmes situations, alors que le Sénégal aurait pu garder, c'est-à-dire ce secteur-là, se battre, parce que ce secteur-là, c'est-à-dire pourvoyer des emplois aux jeunes Sénégalais et à la population sénégalaise en tant que telle. Exactement. Alors, c'est la fin de l'Africa Newsroom. Rendez-vous demain avec un dossier du jour entièrement consacré à la République démocratique du Congo où des tribunaux spéciaux sont réclamés depuis des années afin de juger les crimes commis dans le pays depuis les années 1990. Oumar Diop, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes donc consultant finance. Jean-Marie Bitomo, merci beaucoup. Bonsoir Zara, enchanté d'avoir passé cette heure-là avec vous sur le plateau. Et bonsoir aux chères téléspectatrices d'Alfred et à nos téléspectateurs. Et merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom.